et bienvenue dans Espérance, le podcast qui donne confiance en l'avenir. Je m'appelle Marion et j'ai créé ce podcast pour donner de l'élan à un combat qui me tient à cœur, le combat contre la résignation. Chaque jour, j'entends des personnes dire que c'est trop tard, que c'est foutu, qu'il faut ouvrir les yeux et arrêter d'espérer. Ces personnes parlent de leur santé ou de celle d'un proche, de l'environnement, de l'éducation et plus généralement de sujets de société. Grâce à ce podcast, je compte bien vous montrer que tout autour de nous, des personnes incroyables et engagées agissent quotidiennement pour changer le monde en mieux. Si ce podcast vous plaît, vous pouvez le soutenir en le notant avec 5 étoiles sur iTunes ou en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute. Et si vous pensez qu'il peut apporter un peu d'espérance et de positivité dans la vie de vos proches, n'hésitez pas à leur partager. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram sur le compte Espérance et vous ou poster sous le hashtag #MadeWithEspérance pour que je puisse vous lire et échanger avec vous. Et maintenant, place au sujet du jour. Le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Que cette phrase soit vraie ou pas, moi en tout cas le petit déj, c'est vraiment le repas que je préfère. Mais c'est pas toujours facile d'avoir un petit déjeuner qui soit gourmand, équilibré, sain, respectueux de nos valeurs, de notre énergie et tout un tas de choses encore. C'est le challenge que se sont lancés Mathilde et David lorsqu'ils ont cofondé New Morning. Vous allez découvrir dans ce podcast tout ce qu'ils ont réalisé pour pouvoir révolutionner le petit déjeuner. Je suis vraiment ravie d'avoir pu interviewer Mathilde parce que dans ce podcast, on reprend vraiment tout ce que j'ai envie de mettre dans Espérance. La santé, l'environnement, l'éducation, l'entrepreneuriat responsable. C'est vraiment un condensé de tous les sujets qui m'animent et que j'ai envie de vous partager grâce à Espérance. Si vous n'avez pas encore goûté les produits New Morning, je vous invite à aller sur leur site et leurs réseaux sociaux dans la barre de description et également à aller sur leur campagne Ulule qui est encore en cours jusqu'au 9 octobre et où vous pouvez découvrir des pâtes à tartiner comme vous n'en avez jamais mangé. Je vous laisse vous installer avec votre petit déjeuner préféré et nous rejoindre pour notre conversation du jour. Bonjour Mathilde et merci beaucoup d'accepter de faire cet épisode avec moi sur Espérance. Je suis vraiment ravie de pouvoir te recevoir pour parler de ton parcours et puis de la marque New Morning que tu as cofondée et dont on va vraiment beaucoup parler aujourd'hui parce que c'est vraiment une marque qui a un enjeu que je trouve très très important et intéressant aujourd'hui. Est-ce que dans un premier temps, tu peux déjà te présenter, nous expliquer un petit peu ton parcours et comment tu en es venue à lancer cette marque ? Oui, bien sûr. Déjà, bonjour Marion. Je suis hyper contente d'être avec toi aujourd'hui. Donc, comme tu l'as dit, je m'appelle Mathilde. Je suis la cofondatrice de New Morning que j'ai fondée du coup avec David il y a 3 ans. Et donc, ça a été une aventure, c'est une aventure palpitante avec beaucoup de rebondissements, voilà, et qui se dédie du coup au petit déjeuner, sain, gourmand et engagé. C'est les 3 mots d'ordre de tout ce qu'on fait, tous les produits et même les communications. Donc, ça englobe beaucoup de choses, mais on a vraiment fait le parti pris de se réserver à ce moment particulier de la journée. Parce que c'est un moment qui nous tient vraiment à cœur personnellement et on pense qu'il est assez décisif dans nos journées. Donc voilà, on dédie vraiment notre mission à ce moment particulier. Alors, un petit peu plus concrètement, du coup, c'est quel type de produit que vous proposez? Parce que comme je l'ai dit, le petit déjeuner, c'est déjà très très vaste. Oui. Quelles sont les différentes gammes que vous pouvez avoir? Ouais. Alors, on a commencé en fait avec le granola, qui est notre produit phare. Il y a 3 ans, il y avait vraiment peu d'offres. Alors, il y en a plus maintenant sur les granolas, mais c'était un produit qu'on retrouvait peu. En fait, et pour la petite histoire de pourquoi le granola, moi, j'ai beaucoup évolué petite et ensuite un peu plus grande dans des pays anglophones. J'ai habité aux États-Unis quand j'étais petite. Ensuite, j'ai fait une partie de mes études à Londres et j'ai travaillé à Montréal avant d'habiter à Lyon. Et donc, j'ai vraiment été bercée par ces petits déjeuners à base d'avoine depuis que j'ai 3 ans, en gros, où je mange du porridge. J'ai découvert encore le porridge à Londres et ensuite le granola un peu plus après à Montréal avant d'arriver à Lyon. Et voilà, et je me suis rendu compte une fois rentrée en France qu'il manquait vraiment un petit déjeuner qui soit hyper réconfortant, hyper gourmand. Parce que si on ne commence pas la journée avec quelque chose qui nous fait du bien, pour moi, c'est compliqué. Et en même temps, qui nous fait aussi du bien d'un point de vue de notre organisme et de ce dont il a besoin. Et puis encore pour aller encore plus loin, qui a un impact positif. Donc voilà, on a d'abord commencé sur le granola qui pour moi était vraiment le produit hyper gourmand par excellence, que je faisais déjà moi-même parce que je n'arrivais pas à trouver un granola qui répondait à tous ces critères. Et puis ensuite, on a élargi notre offre au muesli protéiné,
toujours avec cette dimension nutritionnelle qui est du coup hyper importante. Ensuite, au porridge, qui sont encore un peu moins connus en France. Il y a quand même des gens qui sont adeptes. Pour moi, c'était un peu une évidence parce que j'en consommais depuis que j'étais petite, donc c'était vraiment une gamme que je voulais. Et puis ensuite, un peu plus tardivement, là, début 2020, on a étendu avec une gamme de ce qu'on appelle de morning latte. Donc, c'est des préparations pour se faire des boissons lactées, donc les végétales, enfin le lait qu'on veut, qu'on a l'habitude de consommer. Qui sont par exemple le chai latte, je ne sais pas si tu Ouais, connais, si, si je tu connais, consommais. oui, j'adore. Voilà. Et donc c'est pour des préparations instantanées, il y a juste à rajouter le lait pour faire chai latte. On a aussi une boisson au cacao, voilà. Et donc ça c'est sur les 4 gammes qu'on a existantes. Et là on est en phase de lancement de 2 nouvelles gammes sur lesquelles on travaille depuis longtemps, qui sont une gamme de granola pour enfants. On pourra en reparler, mais on a eu un constat vraiment flagrant. En fait, depuis la création de New Morning, ça a été un projet qui était beaucoup plus long à créer, mais qu'on a en tête depuis le tout début. Donc un granola pour enfants et une gamme de pâtes à tartiner. Pareil, toujours comme nos céréales qui se situent entre le côté très gourmand de produits qui sont industriels, mais qui ont un manque sur tout le côté nutritionnel et en même temps des intérêts nutritionnels et écologiques. Ouais, Voilà. la campagne, elle est sur Ulule en ce moment, c'est ça? Exactement. Donc ça, c'est pour les pâtes à tartiner. En fait, on a eu des démarches assez différentes pour nos 2 lancements. Pour la gamme enfant, on a travaillé avec un groupe de mamans qui nous ont accompagnés pour vraiment comprendre leurs besoins, qu'est-ce qu'elles ont actuellement dans l'offre, qu'est-ce qui leur va pas, qu'est-ce qu'elles recherchent, ce qu'elles veulent donner à leurs enfants. Donc, on a eu vraiment un petit groupe qui nous a accompagnés pour le choix des recettes, le packaging, etc. Et pour les pâtes à tartiner, on a eu une autre démarche. Et là, on a vraiment voulu, c'était un produit qui était assez différent de ce qu'il y a actuellement. Donc, on voulait vraiment tester est-ce que les personnes ont un intérêt pour ce produit. Et donc, c'est pour ça qu'on a choisi Ulule. Et donc, le projet est présenté, est lancé sur Ulule depuis mardi dernier. Et donc, on offre la possibilité aux gens de précommander leur premier pot sous système du coup de prévente, comme le fait Ulule, et qui remporte déjà un grand succès. Donc, on est hyper contents. Super. Pour ceux qui écouteraient pas tout de suite le podcast, la date de fin de la campagne, c'est quand? C'est le 9 octobre. Voilà, donc 9 octobre 2020. Si vous voulez participer, moi j'ai déjà précommandé mes petits pots, donc j'ai hâte de les recevoir. On a des offres en early birds en quantité limitée, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas trop tarder pour certaines offres-là. Et après, on a tout un tas d'offres qui mixent des produits qu'on a et cette nouvelle gamme, donc tout le monde peut trouver son compte et découvrir les produits. Ouais, moi c'est ça, j'ai pris les packs avec aussi le muesli protéiné et tout, donc c'est trop bien. Bah écoute, super. Ouais. Là où je trouvais ça vraiment intéressant, on va revenir parce que tu l'as un petit peu développé, c'est justement sur cette volonté d'avoir des choses qui nutritionnellement sont intéressantes parce que c'est vrai, comme tu l'as dit, le petit déjeuner, déjà en France, je pense que déjà encore plus que d'autres pays, c'est vraiment sacré et bon, c'est souvent des croissants, du pain et de la confiture. Ouais. Il y a de plus en plus de choses qui sont, notamment via les réseaux, ça a beaucoup démocratisé aussi des petits déj d'autres horizons. Mais ça reste aussi quand même souvent des trucs très sucrés, même les acai bowls et tout, il y a plein de mélanges, il y a plein de choses, donc c'est hyper intéressant. Vous, du coup, au niveau des ingrédients que vous utilisez, donc il y a l'avoine, je crois que vous utilisez des graines aussi, justement pour ce côté-là. Oui, alors en fait, nous, on a vraiment voulu repartir du fondement des céréales, qui sont des produits assez bruts et avec des intérêts nutritionnels, ils sont hyper riches nutritionnellement. C'est pas ce qu'on appelle des calories vides, c'est des choses qui vont amener des protéines, mais aussi des minéraux, des vitamines, etc. Des fibres, bien sûr. Et donc, notre principale céréale qu'on utilise dans toutes nos recettes depuis le début, c'est l'avoine, en forme de flocons. Mais après, bien sûr, on la complète avec plein d'autres choses pour apporter d'autres besoins nutritionnels, mais aussi gustatifs. Donc, on utilise beaucoup de graines, on utilise dans certaines recettes des fruits à coque, mais pas dans toutes. On utilise bien sûr des épices. Et en fait, nous, on a surtout une mission depuis le début qui est hyper importante et hyper tranchée sur le sucre. Parce que pour nous, c'est vraiment l'élément qui, dans les céréales du petit déjeuner, est surprésent. Et donc, on a voulu innover dans ce sens-là en essayant de trouver des alternatives qui nous permettaient de moins et mieux sucrer. Donc, pour moins sucrer, pour pas que son produit soit fade, il faut apporter du goût avec d'autres choses. Et c'est pour ça qu'on utilise beaucoup d'épices, des huiles essentielles. Et pour mieux sucrer, là, il faut avoir un vrai travail de recherche et de connaissance pour trouver quelque chose qui va sucrer, mais en apportant, déjà, on a toute une question de glycémie qui est hyper importante, donc quelque chose qui va avoir un indice glycémique pas trop élevé pour apporter une énergie plus durable. Et puis, on a aussi choisi un sucrant qui va apporter plein de minéraux. Qui donc nous en l'occurrence c'est le sucre de fleur de coco qui possède vraiment toutes ces propriétés là, et on a aussi la pomme qui va nous aider beaucoup. En fait on sucre majoritairement pour les granolas avec de la pomme. Ça a été la vraie différence qu'on a eue quand on a lancé nos granolas.
Mm, mm. Super. Ouais, c'est vrai que alors les huiles essentielles, tu vois, j'avais même pas vu que vous en utilisiez. C'est hyper intéressant aussi. Mais c'est vrai que le sucre, c'est bon. Je pense que ça y est, la plupart des gens sont au courant Ouais. que c'est un danger hein, de toute façon de Mm. surconsommer du sucre. Et c'est vrai que dans tous les petits déj que tu vois, moi je suis plus ou moins adepte quand même régulièrement des petits déj salés. Donc j'ai pas de Ouais. souci sur ces petits déj là. Mais c'est vrai que quand on veut du muesli ou des céréales ou des choses comme ça, c'est tout de suite ultra sucré. Ouais. Et l'autre avantage de la fleur de coco, tu me corriges si je dis une bêtise, mais je crois que même au niveau éco-responsable, c'est un Oui. sucre qui est plus durable que le sucre Oui, traditionnel. exactement. En fait, le sucre de fleur de coco, il n'est pas forcément hyper connu encore de tout le monde. C'est un sucre, je précise, qui n'a pas du tout le goût de noix de coco. Il y a des gens qui nous demandent ce qu'ils n'aiment pas. En fait, tout simplement parce que déjà, il ne vient pas de la noix de coco. Il vient de la fleur, donc il ne vient pas du fruit. Il vient de la sève qui est extraite de la fleur. Et donc, du coup, on ne touche pas du tout à la plante puisqu'on a juste à extraire les fleurs. Donc, quand on dit qu'il est durable, c'est parce qu'en fait, du coup, le cocotier ne va pas rester intact en fait. Déjà, Mm. c'est des plantes qui demandent très peu d'eau et qui poussent assez facilement. Et en plus, on ne va pas les arracher comme on peut faire avec l'agave ou qu'on peut faire avec la betterave ou le canne à sucre, etc. La plante reste intacte et c'est juste les fleurs qu'elle produit qui vont être prélevées pour faire le sucre. Et c'est encore récolté, fabriqué de façon très artisanale et traditionnelle. Donc voilà, ça a plein d'intérêt. Donc, bel impact, enfin, bel Oui, non-impact plutôt écologique, donc oui, ça, c'est super. Donc, au niveau, on va juste après partir sur la gamme enfant, parce que je trouve ça hyper intéressant aussi, parce que les petits déj pour les enfants, c'est juste une catastrophe. Mais au niveau donc nutritionnel, on a dit qu'il y avait tout ça. Donc, ce qui est intéressant aussi, je trouve, comme tu l'as dit, c'est de reparler des micronutriments, des fibres qui sont tellement absentes dans ce qu'on mange aussi. Et voilà, les calories vides pour les personnes qui connaissent pas ce concept. Je sais pas si c'est un terme vraiment arrêté, mais en tout cas, c'est un terme qu'on utilise beaucoup. C'est quand on mange des calories en fait qui n'apportent aucun nutriment utile à l'organisme. Et donc, c'est le cas dans beaucoup de produits industriels qu'on utilise. Là, c'est vrai que c'est bien de pouvoir avoir, même dans les pâtes à tartiner, j'ai vu d'ailleurs les pâtes à tartiner, pour y revenir aussi, il y a quand même des goûts qui ont l'air dingues parce que c'est pas juste de la pâte à tartiner chocolat noisette comme on a l'habitude de oui, faire. oui. Et là aussi, il y a des gros composants nutritionnels. Enfin, vous allez voir sur la campagne, le graphique est super bien pour expliquer justement la répartition des macros et des micronutriments. Mais au niveau santé, c'est important. Et au niveau écologique, en plus de tout ce que vous faites, là, j'ai vu, donc c'est tant sur les pâtes à tartiner que sur l'autre gamme, les emballages sont éco-responsables Oui, aussi. alors ça, c'est quelque chose qui est hyper important pour nous. Alors c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément pu mettre en place dès le début parce que ça demande beaucoup de réflexion, de travail, c'est aussi un coût. Ça coûte plus cher d'avoir une démarche écologique souvent. Enfin, ça dépend, mais pour toute une entreprise, c'est pas toujours le choix. C'est loin d'être le choix le moins coûteux et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a plein d'entreprises qui le font pas parce que le choix le critère du prix est plus important pour elles que le critère environnemental. Donc le fait d'avoir aussi une conscience vraiment du packaging, c'est quelque chose qui est hyper important pour nous, sur lequel on a beaucoup travaillé. Ça fait maintenant du coup 1 an, depuis septembre 2019, qu'on a toutes nos céréales qui sont proposées dans des emballages sans plastique. Donc elles sont conditionnées dans un étui en carton qui est imprimé dans la région, en Auvergne-Rhône-Alpes. Et à l'intérieur, on a un sachet en cellulose qui est compostable dans son compost ménager. Donc ça, c'est voilà, sur toute notre gamme de céréales. Et ensuite, donc la gamme enfant en fera partie. La gamme enfant aura aussi bien sûr un emballage zéro plastique. Et pour les pâtes à tartiner, bah, pareil, en fait, on voulait vraiment essayer d'innover et d'aller encore plus loin. Alors bien sûr, il y a le traditionnel pot en verre, dans lequel en général on retrouve toutes les pâtes tartinées. Le verre a l'intérêt de pouvoir être réutilisé. Ça a quand même un impact qui est moindre, enfin qui est plus intéressant que le plastique. Mais pour se dégrader, c'est quand même très long, c'est aussi très lourd. Donc c'est aussi du coût de transport et un impact sur le transport qui est pas négligeable. Il y a aussi de la perte parce qu'il y a beaucoup de casse avec le verre. Donc voilà, on a voulu innover et donc là on propose un produit, enfin une gamme qui sera conditionnée dans un pot qui est en matière végétale en fibre de canne à sucre et du coup qui sera compostable également. C'est encore une autre avancée et on est hyper content que cet engagement vraiment fil rouge, bah, on puisse le décliner même quand on varie les conditionnements. Ouais. Mais ça demandait beaucoup de travail et pas mal de recherche et d'ajustement d'ailleurs parce qu'au tout début, quand on a changé nos packs pour les céréales, bah, on a eu des soucis, on a dû rajuster, corriger des choses, etc. C'est pas facile, mais quand on veut vraiment et que c'est un critère qui est vraiment important, bah, ça nous aide à ne pas baisser les bras et Ouais, aller au-delà des obstacles. c'est ça, c'est l'entrepreneuriat, quoi. Exactement. Exactement. Sur cette gamme enfant, alors moi j'ai une première question, c'est quoi la différence entre une gamme adulte et une gamme enfant pour des céréales? Oui, alors c'est une très bonne question. Alors,
Juste pour le petit contexte de l'histoire, je pense qu'il y avait son influence. Je ne l'ai pas dit au début, mais du coup, moi, je suis ingénieure agronome. Donc, j'ai toujours travaillé dans l'agroalimentaire et j'ai une formation qui est vraiment plus scientifique et qui est dédiée au monde, enfin, à la biologie de manière générale, mais surtout aussi agroalimentaire. Donc, ça m'a aussi aidée à être vraiment sensible. Moi, tout ce qui est composition nutritionnelle, etc., c'est des choses que je connais depuis longtemps et que j'ai beaucoup étudiées. Et j'ai eu la chance aussi dans mon parcours de salarié, avant de créer New Morning, de travailler pendant 2 ans et demi pour une marque qui est spécialisée dans la nutrition infantile. Donc, ça m'a aussi aidé à avoir des bases et à savoir qu'est-ce qui est important quand on fait un produit pour enfants. Donc, notre gamme enfant se situe pas, est pas un produit de nutrition infantile, donc c'est pas dédié aux enfants de moins de 3 ans. Ça, c'est la réglementation qui veut ça, donc ça s'adresse aux enfants de plus de 3 ans. Mais pourquoi est-ce qu'elle est différente de la gamme adulte? Du coup, ça va se jouer sur plusieurs aspects, principalement au niveau de la texture, des apports nutritionnels et des saveurs. Nous, on a des granolas sur la gamme adulte qui sont très croquants parce on sait que c'est ce que les gens aiment, c'est ce que nous on aime aussi et c'est vraiment ce qu'on veut. Donc on a vraiment des pépites hyper croustillantes qui sont vraiment un peu notre marque de fabrique. Ça, typiquement pour un enfant, c'est pas facile, c'est trop dur à mâcher. Et d'ailleurs, on s'en est aussi rendu compte grâce à notre petit groupe de mamans et de tous leurs enfants qui nous ont accompagnés que voilà, il fallait quelque chose qui soit facile à mâcher, à assimiler en termes de texture. Donc, on a beaucoup travaillé sur la texture et ça a été du coup le gros de notre travail aussi, qui nous a pris beaucoup de temps d'avoir une texture qui soit vraiment adaptée aux enfants. Et après, on a adapté aussi, bien sûr, au niveau des goûts. On va sûrement évoluer, puis on testera d'autres saveurs. Mais voilà, des saveurs comme citron framboise avec beaucoup d'acidité, ça peut plaire à certains enfants, mais c'est quand même un peu plus tranché. Donc, on a aussi interrogé du coup notre communauté de mamans pour savoir quelle saveur est-ce qu'ils voulaient. Donc, il y avait indéniablement le chocolat qui devait être présent. Et ensuite, à notre surprise, il y a eu la cannelle qui est beaucoup revenue. On n'aurait pas forcément pensé, mais du coup, il y a beaucoup d'enfants qui sont assez attirés par cette saveur-là, qu'on a adoucie avec la pomme. Donc, d'où notre saveur tarte aux pommes, qui est donc pomme cannelle. Et puis, et puis ensuite, on a une troisième saveur vanille coco qui est très douce. Je dis sucrée, mais dans le bon sens du terme, elle n'est pas sucrée en taux de sucre, mais sucrée dans la saveur. Donc voilà, on a travaillé. Et puis après, on a essayé de se rapprocher vraiment au maximum des recommandations nutritionnelles en termes de matières grasses, de protéines et de sucre pour être conforme aux besoins nutritionnels des enfants sur l'âge qu'on vise avec ces produits. Super. Non, c'est super intéressant parce que c'est vrai que les petits-déj des enfants, et il y a même des parents qui sont perdus, hein. Moi, je donnais des cours à un enfant donc, qui avait 10-11 ans déjà, donc un peu plus grand, et son père, il était super fier de me raconter que dimanche matin, comme c'est lui qui avait la garde, il lui avait fait un super petit-déj, il était allé lui chercher une canette de Minute Maid avec un pain au chocolat. Je lui ai dit non, c'est pas le meilleur petit-déj possible. De façon occasionnelle. Ouais, voilà, non, mais il était content parce qu'il me dit oui, parce que chez sa mère, le matin, il mange que du saucisson. Je me suis dit, ah oui, c'est des petits-déj particuliers. Ouais, non, mais pour les enfants, c'est vraiment catastrophique. En fait, ce qui est fou, c'est qu'on a une offre sur les céréales du petit déjeuner qui est même plus sucrée que la moyenne quasiment des gammes adultes. Donc, en fait, dès que les enfants sont petits, on les habitue déjà dès le matin, premier repas de la journée, à avoir des taux de sucre qui montent au plafond, quoi. Donc, c'est vraiment catastrophique et ça a fait des enfants qui après sont dépendants de cette saveur sucrée, qui en reveulent parce qu'on le sait, le sucre c'est vraiment addictif et que plus on en mange, plus on en a envie. Et d'ailleurs, quand on essaye de manger moins sucré, on dit même qu'on doit faire un sevrage. On peut avoir des syndromes de sevrage comme des maux de tête, etc. parce qu'il y a une vraie addiction au sucre. Et en fait, cette addiction, l'industrie agroalimentaire actuelle la renforce et l'alimente en fait en proposant des produits hyper sucrés dès le plus jeune âge. Et ça fait des enfants qui ont encore envie de produits sucrés, qui vont acheter des produits sucrés, etc. Donc, nous, on veut vraiment prendre le contre-pied de ça et montrer qu'on peut apporter de la saveur et des produits gourmands sans avoir des taux de sucre qui montent au plafond et en ayant des sucres qui sont du coup plus intéressants nutritionnellement avec les mêmes sucres que sur notre gamme adulte, qui sont donc la pomme et le sucre de fleur de coco. J'en profite pour passer un petit message aux auditeurs s'il y a des parents qui nous écoutent parce que j'ai vu, ça fait 1 an à peu près que j'ai vu ça, j'ai halluciné. Au niveau, on va peut-être parler rapidement de greenwashing, mais des céréales donc très connues, les plus connues que vous pouvez penser pour les enfants qui passent à la télé tout le temps. Et ils ont lancé une gamme bio. Mais quand on voit les pubs, on a l'impression que du coup, ça rend le céréal beaucoup plus sain, etc. Mais c'est la même chose, hein. C'est juste que, ok, le blé, il est bio, mais il y a le même taux de sucre. Donc, faites bien attention quand vous achetez des trucs labellisés. Même s'il y a un label ou quoi, ça veut
dire ce que veut dire le label. Il n'y a Ouais, pas d'autres exactement. conséquences à côté. Bah, malheureusement, il y a un gros amalgame en fait entre bio et sain. Mm. Et nous, on est des fervents défenseurs du bio, tous nos produits certifiés bio depuis le début, mais c'est pas pour autant enfin, le bio n'est pas assigné au sain. Le bio, c'est sur des techniques d'agriculture, enfin de production. Ça ne veut pas du tout dire que vous n'avez pas le droit de mettre des taux de sucre complètement déments, des produits beaucoup trop gras. Enfin voilà, c'est vraiment des choses différentes. Et un industriel peut décider de faire un produit bio par conviction ou par opportunisme, c'est encore ça un autre sujet, et en avoir absolument rien à faire de l'intérêt nutritionnel et faire des produits qui nutritionnellement n'ont aucun intérêt. Donc voilà, c'est vraiment. Mais la difficulté aujourd'hui, c'est que ça demande d'être quand même assez averti et critique pour se rendre compte de tout ce qu'il y a vraiment derrière tous les labels ou les jolis packaging qu'on peut avoir, et se rendre compte, pareil, il y a des produits aussi qui vantent, notamment sur le bio, des sans sucre ajouté, mais, qui bourrent de fruits, par exemple de dattes ou de figues séchées, ou des produits qui sont des fruits séchés qui ont des taux de sucre hyper élevés, parce qu'en plus ils sont séchés, donc il n'y a plus que le sucre. Donc en fait, ils se retrouvent au final avec un produit qui, pour 100 grammes, a des taux de sucre qui peuvent aller jusqu'à 30, voire plus. Donc, et voilà, qui se disent sans sucre ajouté, alors que en fait, non, on a quand même un taux de sucre. Alors, il faut savoir, du coup, pour comparaison, on va donner un exemple. Nous, sur notre céréales, on est à peu près à 10 grammes, 10-11 grammes de sucre au total. Mais par contre, on ne dit pas sans sucre ajouté, parce qu'on met un peu de sucre de fleur de coco. Mais on peut être 3 fois moins sucré qu'un produit qui se dit sans sucre ajouté. Et qui pourtant, Donc, il faut bien faire attention. Et c'est vrai que c'est vraiment, mais je suis consciente, nous, forcément, on baigne dedans, donc on est super sensibilisé. Et puis surtout, maintenant, comme en plus on est fabricant et tout, on sait très bien ce qui peut se dire et pas se dire, etc. Et il y a beaucoup de marques qui prennent, il faut le dire, les gens pour des débiles. Vraiment. Donc, c'est pas facile de réussir à faire le tri dans tout ça. Mais il y a quelques bases assez faciles qu'on peut avoir et pour avoir son propre avis et un avis assez juste assez facilement. Non, il faut savoir se renseigner. C'est vrai, ça prend un peu de temps, mais pour caricaturer, pour les personnes qui nous écoutent, c'est un peu comme si demain, McDo, ils prenaient un pain bio et de la viande de bœuf bio et qu'ils disaient que leur burger était bio. Mais ça restera un burger McDo, hein. C'est pas pour autant que vous pouvez en manger tous les jours. Donc, bref. Donc, c'est un peu compliqué, mais l'avantage, je trouve, c'est que vous aussi, vous donnez pas mal d'informations là-dessus, tant sur le site que sur les réseaux. Donc, d'ailleurs, si vous êtes intéressé, je vous invite à aller voir les liens en bio parce que il y a pas mal de petites infos qui sont du coup faciles pour comprendre un petit peu ce qui se joue derrière toutes ces étiquettes. Donc, tu l'as dit, maintenant, vous êtes donc fabricants, vous êtes tous les deux entrepreneurs depuis maintenant 3 ans. Est-ce que ça a été plus compliqué, tu penses? Alors, c'était la première entreprise que vous montiez tous les deux, New Morning? Alors moi, c'était la première entreprise. Oui, j'ai toujours été salariée avant. David, non. David, il avait déjà créé plusieurs entreprises et c'est du coup lui d'ailleurs qui m'a vraiment poussée à me lancer et qui m'a fait oser y aller, quoi. Ouais. Mais, Est-ce que, peut-être si tu en as déjà parlé ou pas, mais est-ce que tu penses que c'est plus compliqué ou que ça rajoute des difficultés de justement avoir cet engagement tant écologique que sur la santé par rapport à une entreprise qui justement s'en fiche et fait un peu du low cost, quitte à rogner sur plein d'autres choses? Alors oui, ça serait mentir de dire que c'est tout aussi simple parce que c'est des solutions qui sont moins évidentes en fait. Quand on doit chercher des ingrédients, quand on cherche un emballage, c'est des solutions. C'est pas les solutions qu'utilise tout le monde. Donc forcément, quand on veut pas faire comme tout le monde, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce qu'on doit chercher les solutions soi-même. C'est plus compliqué parce qu'on doit expliquer aux gens pourquoi on est différent et pourquoi ce qu'on fait de différent est plus intéressant ou essaye d'avoir une démarche plus juste. Donc oui, l'information est moins disponible. Et puis au-delà d'une information moins disponible, c'est un coût. Nos sachets qui ne sont pas du plastique, on les paye presque 10 fois plus cher que si c'était un sachet en plastique. Donc, quand en plus on est une petite entreprise, ça a un impact qui est pas négligeable. Donc oui, mais par contre, après, je pense que ce qui est vraiment important, c'est est-ce que on a une réelle conviction pour ce qu'on fait ou est-ce qu'on le fait parce qu'on pense que il y a un marché, comme on dit, ou que c'est une opportunité d'un point de vue business. Et je pense que là, quand c'est vraiment quelque chose qui, pour nous, est évident et qu'on ne se voit pas du tout faire autrement, alors oui, c'est sûr, c'est moins facile, mais on est tellement animé par cette conviction-là que ça nous aide à y aller, à chercher la solution et être du coup encore plus content quand on y arrive. Si c'est vraiment de l'opportunisme, c'est sûr que je pense qu'on peut vite baisser les bras et être découragé et se dire qu'on n'a pas fait le bon choix. Si vraiment c'est quelque chose qui est hyper important pour soi et qu'on est persuadé qu'on va dans la bonne direction, et qu'on n'a pas peur de chercher, de tester, de se tromper, de refaire, etc. Je pense que tout le monde peut y arriver, mais il faut avoir ces clés-là. Et si on est à moitié convaincu,
je pense qu'au bout d'un moment, ça va être compliqué et que ça va se ressentir déjà à l'extérieur et puis que pour soi-même, ça va être dur de vraiment tenir sur la durée, quoi. Ouais, c'est sûr. Non, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que quand on est animé par ce qu'on fait, c'est ça en fait qui nous donne la force dans les moments où on aurait envie de baisser les bras et Exactement. d'abandonner. Est-ce qu'il y a des personnes, alors soit de votre entourage, soit qui rien à voir, des personnes, des autres entrepreneurs qui ont été un peu des soutiens pour vous justement dans ces moments où vous aviez peut-être des questions, où vous vous sentiez un peu perdu par rapport à tout ce que vous aviez à faire? Oui, alors il y en a eu plusieurs. Alors la première chose des personnes que je citerai, moi, c'est du coup David, mon associé. Le fait d'être associé à deux. On en reparlait pas plus tard qu'il y a 1 heure. Moi, je disais que j'admirais vraiment les gens qui entreprenaient seuls. Je pense que c'est vraiment des questions de tempérament, mais j'en serais incapable. C'est tellement, il y a tellement de hauts et de bas quand on entreprend que voilà. Moi, je sais qu'avec David, on a cette force de vraiment bien se compléter et que quand il y en a un qui a un coup de mou, l'autre, même de façon intuitive, en fait, du coup, relève et reprend le positif. Donc, déjà, moi, la première personne que je citerai et vraiment qui, pour moi, aide dans ce cheminement entrepreneurial, c'est vraiment, du coup, mon associé. Je pense que la session est hyper, hyper importante. On a aussi eu un peu des déboires ou des choses, des désillusions sur la partie association qui n'a pas toujours été facile. Enfin, voilà, ce sera une autre histoire, mais c'est pour dire que on l'a vécu et c'est difficile de trouver la bonne personne pour s'associer. Mais donc, du coup, avec David, on s'est vraiment bien trouvé. On est très content pour ça. Ensuite, on a eu la chance, alors ça, c'est un peu une particularité liée à notre activité, mais nous, d'être très accompagnés par la CMA, qui est la Chambre des métiers des artisans, parce qu'on est artisan et qu'on produit. Sinon, en général, l'équivalent, c'est la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie, qui dispose de vraiment beaucoup, beaucoup de ressources, que ce soit de personnes qui peuvent conseiller, mais aussi de formations à des prix hyper préférentiels. Après, il y a une troisième ressource hyper importante pour nous, mais qui est beaucoup plus récente, qu'on a sollicité assez tardivement, peut-être un peu trop tardivement, mais parce qu'on avait vraiment trop la tête dans le guidon avant. C'est le réseau Entreprendre. C'est un réseau national. En fait, il y a des antennes ensuite régionales. Donc, nous, on est forcément sur l'antenne Rhône-Alpes. Donc, nous, on est lauréat du réseau Entreprendre depuis le mois de mars, juste avant le confinement. Et donc, on a un mentor qui nous a été proposé et qu'on a accepté. Et d'ailleurs, je reviens tout juste parce qu'on avait 2 heures avec lui ce matin. Et c'est hyper enrichissant pour nous. En fait, on passe 2 heures avec lui à lui raconter tout ce qui se passe, à lui raconter nos problèmes, nos victoires, etc. Et il a vraiment ce regard extérieur qui est hyper agréable et hyper utile pour nous. Il a ce recul que nous, on n'a pas forcément. Son rôle, c'est plutôt de soulever les bonnes questions, de nous faire réfléchir à des choses, nous aider. C'est un peu un catalyseur, quoi, un langage scientifique. Il va aider à faire mûrir les bonnes idées, etc. Donc, ça, c'est hyper précieux pour nous. Après, grâce au réseau, on est aussi inclus dans une promotion. Donc, c'est un groupe de personnes qui ont été lauréats à peu près sur la même période que nous. Et on se retrouve tous les mois pour partager. Pareil, on a des intervenants qui viennent nous former sur des sujets. Si on a une problématique, on peut la partager aux autres membres de la promo pour pouvoir, voilà. Ça crée aussi des synergies, des partenariats, des associations possibles entre des personnes qui ont des activités qui vont bien ensemble. Donc, c'est aussi hyper riche parce que c'est une énorme force vraiment de l'entrepreneuriat, c'est le réseau et il faut vraiment, c'est hyper important de ne pas rester dans son coin. Donc, ça accentue vraiment ce côté-là. Pour moi, c'est vraiment les 3 choses qui nous ont aidés. Et ensuite, je ne l'ai pas cité aussi, ça va un peu avec l'association, avec David, mais c'est aussi nos proches. La famille m'a toujours énormément soutenue. Alors, bien sûr, ils étaient forcément un petit peu au début surpris parce que j'avais un poste bien dans une très grosse entreprise, etc. Je n'avais pas forcément de raison de changer. Mais ensuite, ils ont très bien compris pourquoi. Et quand ils voient ce que je fais maintenant, ils sont les premiers à soutenir. Et donc, ça, c'est hyper important, forcément, d'avoir sa famille derrière soi. Mais je pense que dans l'entrepreneuriat, de toute façon, justement, entreprendre tout seul, c'est une chose, mais on ne peut pas rester tout seul. On est forcément obligé de compter sur d'autres personnes. Comme dit la grande citation, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, mais c'est surtout que tu ne peux pas. Déjà, si tu n'as pas de regard extérieur, que tu n'as personne sur qui t'appuyer, c'est impossible. Super. Écoute, merci beaucoup Mathilde. On va bientôt terminer. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter, un point sur lequel tu souhaites revenir ou un message que tu aimerais faire passer aux auditeurs?
Bah écoute, déjà je suis super contente d'avoir pu en parler avec toi. C'est vrai que c'est un sujet l'entrepreneuriat et puis en plus l'entrepreneuriat responsable qui est très prenant. Forcément, quand on fait ça, en général, comme tu disais, on a vraiment cette conviction qui est hyper importante, qui est au fond de nous. Donc je pourrais en parler pendant très longtemps. Voilà, ce que je peux dire pour terminer, c'est que l'entrepreneuriat, c'est vraiment une aventure assez palpitante qui est pleine de hauts et de bas. Et comme on échangeait justement avec notre mentor ce matin, il nous disait que de toute façon, ça ne bougerait jamais. On aura toujours des hauts et des bas. Même quand tu as l'impression de réussir en entrepreneuriat, c'est jamais tout rose. Il y a toujours des moments, des choses qui ne se passent pas comme tu veux. Mais ce qui va vraiment faire la différence, c'est la façon dont toi, tu interprètes les événements. Donc, ce qui t'arrive de négatif, mais finalement, ça, on peut le transposer à pas que l'entrepreneuriat, mais à sa vie de tous les jours. Et en fait, les difficultés, les choses que tu vas devoir gérer, c'est un peu à toi de décider, est-ce que tu en fais une force, est-ce que tu prends du recul, est-ce que tu te dis tu vas de l'avant ou est-ce que tu t'apitoies et voilà, ça c'est du coup, je trouve que pour l'entrepreneuriat, c'est un peu tout ça en puissance 10 000 qu'on a en permanence au quotidien. Mais du coup, c'est une très bonne école de la vie. Ouais. Et ça donne des enseignements que finalement, je trouve qu'on peut vraiment réutiliser dans sa vie personnelle qui sont hyper importants. Il faut pas. Moi, c'est vrai que j'étais très sensible au début de New Morning à 3 ans, dès qu'il y avait quelque chose qui se passait pas comme j'avais prévu. Puis moi, j'aime bien un peu cadrer les choses et j'essaie toujours d'anticiper, d'imaginer les scénarios possibles. Et quand du coup les choses se passaient pas comme j'avais imaginé, j'étais un peu pas dévastée, mais je me disais zut, etc. Et ça m'a vachement appris à prendre du recul. Et je pense que c'est hyper important. Il faut se dire que de toute façon, les choses ne se passent jamais comme prévu, mais on trouve toujours une solution en général. Enfin, c'est vraiment rare qu'il y ait des choses qui soient irrémédiables, catastrophiques et qui. Donc voilà, je voudrais dire si du coup il y a des personnes qui sont en train de se lancer, etc., que il faut vraiment toujours avoir en fil rouge ce qui nous motive au fond de nous et ce qui nous a poussé à créer pourquoi on est là aujourd'hui et pas ailleurs et pourquoi je suis pas dans un bureau, dans une grosse entreprise à faire le travail qu'on me demande. Il faut vraiment se rappeler ça et je pense que c'est vraiment ça qui peut nous aider. Et puis surtout ne pas se décourager si les choses qui se passent pas comme prévu. On a toujours l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs. Les réseaux sociaux d'ailleurs accentuent pas mal ce côté-là, mais voilà, il faut se dire que bien sûr c'est pas le cas et bien sûr personne n'a toute sa vie qui se passe comme il avait prévu et tout va bien. Donc c'est un très bel exemple d'endurance et une formidable aventure. Super. Je rebondis juste sur ce que tu viens de dire, c'est rigolo parce que le podcast que j'ai sorti la semaine dernière avec Noélie, justement, on parle de ça, des réseaux sociaux et du fait qu'on montre que la part qu'on veut montrer. Donc, c'est un sujet qui vous intéresse, allez l'écouter, celui de la semaine dernière, mais voilà. Merci beaucoup Mathilde de ce temps que tu as pris avec nous. En fait, j'encourage juste les auditeurs à aller voir New Morning et ce que vous faites parce qu'il y a pas de mots en fait. Il faut juste voir et goûter parce que c'est dingue. Moi, je vous félicite vraiment pour ce boulot parce que la première fois que je vous ai parlé, vous n'en étiez pas là encore. Et voilà, bravo beaucoup pour le chemin parcouru et je vous souhaite une très très belle continuation. Merci beaucoup Marion, merci, à bientôt.